Bonjour, Sylvain Fèvre, ingénieur CNRS chargé de médiation scientifique au sein d'un laboratoire du CNRS et de l'Université de Rennes en Bretagne. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un sujet à controverse, auquel la science a mis très longtemps à mettre un terme. Ce qui est désormais chose faite, nous allons le voir, et ce depuis 1985 grâce à une expérience mise en œuvre par l'équipe de Alain Aspect à l'École normale supérieure. Quoique vous allez voir que la conclusion que cette expérience apporte est plutôt déroutante. Il s'agit donc de s'interroger sur la nature de la lumière, et plus précisément de savoir si celle-ci serait de nature ondulatoire ou corpusculaire. Je vais bien évidemment commencer par vous définir ces deux termes. En fait, cette présentation, c'est une sorte de remake d'une conférence faite par Alain Aspect lui-même à l'occasion de l'année internationale de la lumière, qui avait eu lieu en 2015. Vous en trouverez d'ailleurs le lien dans la description en dessous de la vidéo. Mais en me permettant de m'aventurer un peu plus loin tout de même en ce qui me concerne, dans l'interprétation métaphysique de ces résultats que ne le fait dans sa propre conférence ce grand physicien mainstream. Je rappelle qu'Alain Aspect, c'est également celui qui fut le premier à démontrer expérimentalement l'existence de l'intrication quantique par violation des inégalités de Bell. Alors, de quoi parle-t-on ici? Ondes, corpuscules, qu'en est-il de ces objets physiques? Ce qu'on appelle corpuscule, c'est une particule élémentaire. Élémentaire parce que c'est un constituant fondamental de l'univers, c'est-à-dire qu'il n'a pour ainsi dire pas, ou qu'on n'en connaît pas à l'heure actuelle en tout cas, de composition interne. Et puis particule parce que c'est un corps, une substance ou un objet matériel, enfin une entité d'une extrême ténuité qui a donc une localisation très forte, souvent représentée comme un point de l'espace. En effet, l'approche réductionniste a décortiqué le monde matériel en ses particules élémentaires, qui seraient donc les briques de base à partir desquelles serait formé tout ce que nous pouvons observer dans l'univers. Il s'agit donc par exemple des protons, électrons et autres neutrons, pour ne citer que dans ce bestiaire qui recèle pas moins de 60 entités fondamentales, pas si réduit que ça finalement. Puis bien sûr, il y a le photon, qui va nous intéresser tout particulièrement ici. Quant à une onde, c'est ce qui caractérise la propagation d'une perturbation produisant une variation des propriétés physiques locales du milieu dans lequel elle se propage. Par exemple, lorsqu'un caillou tombe dans l'eau, il produit une déformation de la surface de l'eau au point de contact, sous la forme d'une oscillation dans le temps de la hauteur du niveau d'eau, due à la compression élastique de la colonne d'eau sous le point de contact. Et cette variation verticale du niveau de l'eau se propage ensuite de proche en proche à toute la surface depuis le point source, créant ainsi cette ondulation qui se déplace à une certaine vitesse dépendante du milieu de propagation. La modification des propriétés du milieu par la perturbation constitue ce qu'on appelle un champ. Il affecte chaque point de l'espace en y modifiant la valeur des grandeurs physiques relatives à la nature de l'onde. C'est-à-dire qu'en chaque point de l'espace, le champ a une valeur qui traduit comment l'onde affecte le milieu en ce point. L'onde n'a donc pas de localisation précise, elle emplit l'espace tout entier, ou du moins l'espace constitué par le milieu dans lequel elle se propage. On voit donc clairement qu'il existe une différence fondamentale entre une onde et un corpuscule qui tient dans la localisation de ces deux objets. À un instant donné, le corpuscule est localisé en un point de l'espace, alors que l'onde est présente partout dans l'espace. Bon, ceci étant précisé, commençons par regarder comment le phénomène de la lumière a été perçu et traité d'un point de vue scientifique à travers les âges. Dans la Grèce antique, la lumière et la vue sont liées, l'une allant à l'encontre de l'autre. La lumière, projetée par le feu ou par le soleil, vient rejoindre, dans le milieu intermédiaire, les effluves lancés par le regard. Platon décrit ce mécanisme comme la fusion en un seul corps de deux mouvements opposés de la lumière. Aristote lui rectifie et prône que la lumière est un feu externe, émis par les objets sous forme de simulacres, sorte d'image réduite des objets eux-mêmes en direction des yeux. Euclide franchit une étape fantastique. Le cône visuel, dit-il, n'est pas continu, il n'englobe pas l'objet d'un seul coup, mais c'est un pinceau de rayons rectilignes qui balaye le champ. La notion de rayon lumineux est loin d'être naturelle. La lumière semblait aux anciens comme un milieu dans lequel baignait le monde. Quoique sur cette stèle égyptienne où la dame Tapérès se tient devant le dieu à tête de faucon Horus Ra, symbolisant le soleil à son zénith,
Le dieu soleil projette sur elle ses rayons formés de fleurs multicolores, ce qui est une vision remarquablement proche de la vision corpusculaire que Newton développera une vingtaine de siècles plus tard. Au Moyen Âge et jusqu'à la Renaissance, la science en Europe se cantonne à l'étude des Écritures, Aristote, la Bible. Il n'y a pour ainsi dire pas de recherche conceptuelle sur la lumière, l'approche est empirique, mais il faut tout de même noter à cette époque la découverte de la lentille qui conduira aux inventions des lunettes, du télescope, du microscope, par des Galilée et autres Kepler. C'est au Moyen-Orient que les idées avancent. Alhazen, génie protéiforme du monde médiéval arabo-musulman, transforme radicalement la connaissance de la lumière et de la vision et introduit la méthode scientifique expérimentale. Alhazen est en fait considéré aujourd'hui comme le père de l'optique moderne. Il fait valoir que nous ne pouvons pas voir grâce à des rayons émis par l'œil, ni par le biais de formes physiques entrant dans l'œil, mais explique le processus de la vision par des rayons lumière parvenant à l'œil à partir de chaque point d'un objet. Hypothèse qu'il a démontrée grâce à l'utilisation de la méthode expérimentale. Alors, c'était à la fin du XVIIe siècle qu'est apparu le fameux dilemme qui nous intéresse ici sur la nature de la lumière, au travers de deux théories établies concomitamment par le néerlandais Christian Huygens, d'une part, et Sir Isaac Newton, d'autre part. La théorie de Huygens, c'est la théorie ondulatoire. Tout point atteint par l'onde agit alors comme une source secondaire qui, à son tour, réémet une ondelette en direction de son voisinage. Cette théorie permettait en particulier d'expliquer la double réfraction dans les cristaux biréfringents, le spate d'Islande en l'occurrence. Et Newton proposait quant à lui une lumière constituée de corpuscules, expliquant ainsi simplement les phénomènes de réflexion optique et d'une manière largement plus tordue les phénomènes de réfraction au passage d'une lentille et de dispersion au travers d'un prisme. Mais bénéficiant de l'immense prestige que Newton a acquis grâce au triomphe de sa théorie de la gravitation énoncée quelques années auparavant, c'est cette théorie corpusculaire qui fut à l'époque plébiscitée et guère remise en question pendant plus d'un siècle. Mais au début du 19e, les expériences d'interférence et de diffraction faites par Thomas Young, les fameuses fentes de Young sur lesquelles nous reviendrons largement dans la suite de l'exposé, et de Gustave Fresnel avec ses miroirs, ont démontré la pertinence de l'approche ondulatoire de Huygens que Fresnel avait repris comme point de départ de ses recherches. En effet, ces expériences prouvaient que quand la lumière était envoyée sur un réseau de diffraction, on observe un motif d'interférence caractéristique, très semblable au motif résultant de l'interférence d'ondulation sur l'eau. La longueur d'onde de la lumière pouvait ainsi être calculée à partir de tels motifs. Le point de vue ondulatoire n'a cependant pas remplacé immédiatement le point de vue corpusculaire, mais s'est imposé peu à peu à la communauté scientifique au cours du XIXe siècle. Et surtout grâce à la découverte par Augustin Fresnel, encore lui, du phénomène de polarisation de la lumière, le fait que l'onde lumineuse ne vibre pas dans la direction de propagation, mais dans le plan transversal à cette direction, ce que ne pouvait bien sûr pas expliquer l'approche corpusculaire. Et c'est bien sûr, et comme toujours, l'expérience qui donna le coup de grâce à la théorie de corpusculaire de Newton. Quand Fresnel soumit sa théorie au concours de l'Académie des sciences en 1818, Siméon Poisson, fervent défenseur de la théorie de Newton, crut y déceler la faille dans une conséquence de la théorie de Fresnel, selon laquelle une tache claire devait se former au centre de l'onde portée par un corps opaque exactement circulaire, alors que selon la théorie corpusculaire de la lumière, cette ombre devait être uniforme sur tout un disque. Donc, dupé par l'absence de telles taches dans les ombres de la vie quotidienne, Poisson pensait avoir établi la mise à mort de la théorie de Fresnel. Mais l'expérience fut reprise en détail et parvint à reproduire la fameuse tache de diffraction, désormais appelée point de Poisson ou tache de Fresnel, ce qui acheva de convaincre la plupart des savants de la nature ondulatoire de la lumière. Pour parachever ce triomphe, James Maxwell, dans la seconde moitié du XIXe, expliquait la lumière en tant que propagation d'ondes de perturbations électromagnétiques avec un jeu de 4 équations couplées du champ électrique et du champ magnétique, qui résument toutes les connaissances acquises jusqu'alors en électricité et en magnétisme. Les solutions des équations de Maxwell se propageant à la vitesse de la lumière, que Léon Foucault vient d'évaluer en 1862 à 298 000 km par seconde, avec une assez bonne incertitude, inférieure au %, cela a permis de conclure que la lumière était une onde, dont on connaît même la nature. Elle est électromagnétique. Ben voilà, c'est plié. Oui, mais tout ça, c'était sans compter l'arrivée d'un trouble fait au début du XXe siècle en la personne d'Albert Einstein,
à l'époque ingénieur à l'Office des brevets de Berne, qui, s'appuyant sur la théorie des quanta que vient de développer Max Planck pour dépasser la catastrophe ultraviolette autour du rayonnement du corps noir, explique dans un article publié en 1905 l'effet photoélectrique comme un phénomène provoqué par l'absorption de ces fameux quantas de lumière lors de l'interaction du matériau avec celle-ci. Cette explication, qui sera confirmée expérimentalement par Robert Millikan en 1915, lui valut le prix Nobel de physique en 1921. Elle réintroduit donc avec force une nature corpusculaire de la lumière, puisque celle-ci sera alors constituée de grains, auxquels on donnera le nom de photons plus tard, en 1926. Des grains portant chacun une énergie h nu, produite de la constante de Planck par la fréquence de l'onde lumineuse. En effet, c'est parce que l'énergie de la lumière est quantifiée, comme le propose Max Planck, et que chacun des grains qui la constituent porte une énergie indivisible, proportionnelle à la fréquence de l'onde, que l'on comprend pourquoi on arrive à arracher les électrons d'une plaque métallique avec de la lumière composée de photons de haute fréquence, donc de haute énergie, ultraviolet ou bleu, mais jamais avec des photons de fréquence plus basse, par exemple rouge ou infrarouge, et ce, quelle que soit l'intensité de cette lumière. C'est bien qu'il faut que la lumière incidente soit composée de grains assez énergétiques pour pouvoir casser les liaisons qui retiennent les électrons sur la plaque. Un peu comme lors d'une averse de grêle, si les grêlons sont très gros, chacun d'entre eux fera des dégâts importants sur les toits, les voitures. Alors que s'il s'agit d'une fine grêle, même si celle-ci est très intense, elle ne fera aucun dégât matériel. On voit donc que Planck et Einstein proposent une nature de la lumière ayant des aspects à la fois ondulatoires, d'après les équations de Maxwell, c'est même une onde harmonique, possédant une certaine fréquence nue, et les aspects corpusculaires, puisque constitués de grains portant chacun une énergie définie, proportionnelle à la fréquence de l'onde. Bon alors, onde ou corpuscule? Eh bien, Einstein persiste et signe, les deux, mon capitaine. En 1909, toujours en étudiant le rayonnement du corps noir, la lumière émise par un four porté à une certaine température, il établit une équation qui donne les fluctuations de l'énergie électromagnétique dans une région déterminée de l'espace et qui démontre que ces fluctuations sont obtenues en ajoutant deux contributions qui correspondent respectivement à une interprétation corpusculaire et une interprétation ondulatoire de la lumière. Il met ainsi en évidence, pour la première fois, ce qu'on appelle aujourd'hui la dualité onde-corpuscule, un des résultats les plus profonds de la théorie quantique. En 1923, Louis de Broglie généralise ce concept à toutes les particules élémentaires, électrons, protons, neutrons, etc., que l'on considérait alors communément comme des corpuscules, mais qu'il déclare pouvoir elles aussi se comporter comme des ondes, avec une longueur d'onde qu'il relie à la constante de Planck, et qui peuvent donc donner lieu à des phénomènes spécifiques des ondes, comme les interférences ou la diffraction. Bon, ok, très bien, c'est somme toute facile à dire, dualité onde-corpuscule. Mais pour ce qui est de s'en faire une idée concrète, c'est quand même beaucoup plus ardu, parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai un petit peu de mal à me représenter quelque chose qui doit être à la fois localisé à un endroit bien précis de l'espace, et en même temps occuper l'espace tout entier. Et pourtant, la bizarrerie conceptuelle sous-tendue à cette dualité onde-corpuscule est bel et bien à l'origine de la révolution technologique quantique mise en œuvre tout au long du XXe siècle. La physique quantique, qui découlera de l'idée géniale de Broglie de généraliser ce concept de dualité onde-corpuscule à toutes les particules élémentaires, sera couronnée de succès jamais atteints jusqu'alors par la science. Il permettra entre autres de comprendre la structure de la matière et ses propriétés, en particulier électriques et mécaniques, ainsi que la manière dont elle interagit avec la lumière, comme on l'a vu par exemple avec l'effet photoélectrique. Elle fut aussi à l'origine de découvertes de propriétés incroyables des matériaux sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais pour les citer, condensat de Bose-Einstein, superfluidité de l'hélium, supraconductivité. Il est bien sûr à noter son extraordinaire productivité en termes de nouvelles technologies, puisque la société de communication dans laquelle nous vivons actuellement est entièrement née des connaissances acquises par le biais de la physique quantique. Les lasers qui portent l'information dans les fibres optiques, le transistor à la base des processeurs de nos ordinateurs, les circuits intégrés qui permettent de miniaturiser cette puissance de calcul dans un téléphone portable, tout ceci est non seulement issu de la théorie quantique, mais a été prévu par celle-ci bien avant qu'on soit capable de le réaliser pratiquement. Pourtant, pour enfoncer encore un peu plus le clou de la bizarrerie de cette théorie quantique, celle-ci est probabiliste. Bon, alors, je ne vais pas m'étendre ici sur ce sujet que je traite plus profondément dans mon autre conférence sur le problème de la mesure en mécanique quantique,
Mais en deux mots, on ne peut prévoir de manière déterministe ce que sera le résultat d'une mesure que l'on va effectuer sur un système quantique. Pour un système classique, par exemple une balle de tennis frappée par une raquette, si on connaît exactement la position de la balle au moment de la frappe et la vitesse, valeur et direction à laquelle elle est propulsée, on peut connaître exactement quelle sera sa trajectoire et donc prédire à chaque instant ultérieur quel sera le résultat de la mesure que l'on ferait de sa position ou de sa vitesse. Pour un système quantique, il n'en est rien. Même si on connaît à un instant donné la position et la vitesse d'un électron, par exemple, on ne peut pas prédire là où il sera un instant plus tard. On ne peut que donner les probabilités qu'il soit à tel endroit ou à tel autre. C'est un déterminisme qui est au cœur de la théorie quantique. Et même s'il reste quelques portes encore entr'ouvertes pour y échapper, d'éventuelles théories à variables cachées non locales, ce qui est sûr, c'est que l'information qui détermine le système provient de l'extérieur de l'espace-temps. Bon, alors cet aspect probabiliste de la théorie quantique ne pose finalement pas beaucoup de problèmes ontologiques à la plupart des scientifiques qui ont l'habitude de traiter les systèmes complexes par ce genre d'approche. Ben oui, on ne sait pas traiter autrement. La plupart des systèmes macroscopiques, qui sont constitués de grands ensembles de particules que l'on ne peut considérer individuellement dans les calculs, mais seulement collectivement par une approche statistique. En effet, les particules, photons, électrons, se comptent par milliards dans la plupart des dispositifs qu'utilisent les physiciens. Alors, la question qui se pose réellement, c'est de savoir si la mécanique quantique fonctionne vraiment s'il s'agit de corpuscules, c'est-à-dire de particules uniques. C'est la question à laquelle s'est attelée l'équipe d'Alain Aspect dans les années 80 et que je me propose de vous développer maintenant. Pour ça, il s'est proposé de réaliser l'expérience qu'avait théorisée Richard Feynman dans les années 60 et qui repose sur l'expérience dite des trous de Young avec une source de particules uniques, c'est-à-dire émises séparément les unes après les autres. Alors ça peut être des électrons, des photons. Pour Alain Aspect, qui est un opticien, ce sera des photons. Cette expérience est la suivante. Il s'agit d'envoyer des particules depuis la source vers un écran percé de deux trous. Ainsi, un certain nombre de particules passeront par le trou du haut, d'autres par celui du bas. Et certaines seront arrêtées par l'écran. Et puis de placer un dispositif de détection derrière qui réagira chaque fois qu'une particule sera détectée. On aura un clic. Ainsi, si on place le détecteur à différents endroits derrière l'écran et que l'on mesure le nombre de clics enregistrés sur un temps défini, par exemple une seconde, ce que nous dit la théorie quantique, c'est qu'on obtiendra une probabilité de détection très élevée, c'est-à-dire beaucoup de clics très rapprochés dans le temps à certains endroits, et extrêmement faible à d'autres, pratiquement aucun clic. Et ce, de manière périodique, le long de la direction de déplacement du détecteur, parallèlement à la ligne qui porte les trous, ici notée X. Par contre, si on bouche l'un des deux trous, la probabilité de détection selon X devient uniforme. On a le même nombre de clics par unité de temps, quel que soit l'endroit où on se place derrière le trou. Et ceci s'explique très bien par la théorie ondulatoire de la lumière, établie comme on l'a vu précédemment par Young et Fresnel au XIXe siècle. En effet, lorsqu'on éclaire ces fameux trous de Young par une source ponctuelle, on observe sur un écran placé derrière une figure formée d'une alternance de franges sombres et brillantes qui sont le produit des interférences créées par la lumière séparées en deux ondes au niveau des trous, qui n'apparaissent donc que si les deux trous ne sont pas bouchés. À un endroit où ces deux ondes sont dites en phase, c'est-à-dire que le maximum de l'une correspond aussi à un maximum de l'autre, on obtient une frange brillante. Et à un endroit où les ondes sont ce qu'on appelle en opposition de phase, c'est-à-dire que le maximum de l'une correspond à un minimum de l'autre, on obtient une frange sombre. Et on a donc bien, alternativement, des endroits où la probabilité de détection de particules lumineuses est très forte et les endroits où elle est très faible. Le tout est de savoir si on est capable d'observer tout ceci photon par photon, ce qui serait la preuve de cette fameuse dualité onde-corpuscule. La figure d'interférence signant l'onde et les clics sur le détecteur témoignant de l'arrivée de corpuscules. À la manière dont on voit ici, des points s'inscrivant les uns après les autres sur l'écran derrière les trous, correspondant à l'arrivée de corpuscules sur celui-ci, mais qui, au final, forment des franges d'interférence, car ils portent l'information d'une onde. La première chose est donc de déterminer si la source qu'on utilise émet ou pas des photons uniques les uns après les autres, ce qui nous permettra de statuer sur le fait que ce sont ou pas des corpuscules. Pour cela, on place un photodétecteur derrière chacun des trous percés sur l'écran et nous saurons chaque fois qu'un photon est détecté. Le photodétecteur émettra un clic. Si la source émet des photons les uns après les autres, chaque photon doit
soit être détecté par D1 s'il est passé par le trou du haut, soit être détecté par D2 s'il est passé par le trou du bas, ou ne pas être détecté du tout s'il n'a pas passé l'écran ou qu'il s'est perdu, on ne sait tout. Mais si les photons sont émis un par un, jamais on ne doit avoir une détection conjointe à la fois sur D1 et sur D2. C'est soit l'un, soit l'autre. En allumant la source, on va donc avoir les deux détecteurs qui, de temps en temps, vont faire des clics. On va compter ces clics, ce qui nous donnera les probabilités de détection simples P1 et P2 sur chacun des photodétecteurs D1 et D2. Et puis, grâce à un dispositif électronique, on va chercher à déterminer s'il existe des arrivées de photons dits simultanés sur D1 et D2, ce qui nous donnera la probabilité de détection conjointe PC. Si la source utilisée émet bien un train de photons unique, on doit obtenir des probabilités de détection simples P1 et P2 non nulles et une probabilité de détection conjointe PC, elle, égale à 0. Mais si ces photons doivent être considérés comme des ondes, ça signifie qu'ils passent par les deux trous à la fois, en se séparant en deux. On aura donc toujours des probabilités de détection simples sur les photodétecteurs D1 et D2 qui seront non nulles. Chacun des détecteurs est susceptible d'être atteint par l'ondelette passant par le trou devant lequel il est placé. Mais par contre, la probabilité de détection conjointe PC ne sera plus égale à 0. Et c'est donc là le critère qui nous permettra de trancher en faveur de l'onde ou des corpuscules. En tout cas, à ce stade, une chose est sûre, c'est que si la probabilité de détection conjointe est nulle, ce sont des corpuscules qui passent soit par un trou, soit par l'autre, et jamais par les deux en même temps. Alors voilà, il suffit donc de faire cette expérience. En pratique, on utilise un dispositif expérimental légèrement différent, mais qui revient strictement au même, tout en étant d'un point de vue optique beaucoup plus efficace, en utilisant non pas un écran de percée de deux trous, mais une lame de verre dite semi-réfléchissante. C'est une propriété bien connue du verre. Si on envoie un faisceau lumineux dessus, une partie le traverse et est transmise, et l'autre partie est réfléchie. Ici, on prend une lame 50-50, c'est-à-dire que la moitié est transmise et l'autre moitié est réfléchie. Donc, OK, s'il s'agit d'une onde, elle se sépare en deux au niveau de la lame. 50% de l'onde va tout droit vers le détecteur D2 et 50% est réfléchi et part en direction du détecteur D1, moyennant un renvoi par l'intermédiaire d'un miroir qui, lui, réfléchit 100% de ce qui lui tombe dessus. Et comme tout à l'heure avec les trous, nous retrouverons des probabilités de détection simples sur D1 et D2 non nulles et une probabilité de détection conjointe PC qui doit être aussi différente de 0 dans le cas de l'onde. Alors que si ce sont des photons uniques, et donc des corpuscules, ils ne se coupent pas en deux en arrivant sur la plaque. Ils sont soit réfléchis, soit transmis, avec une équiprobabilité de 50%. Et chaque photon se dirige donc respectivement soit vers D1, soit vers D2, mais jamais en direction des deux en même temps. Nous aurons donc nos probabilités de détection simples inchangées et la probabilité de détection conjointe PC qui, cette fois, sera nulle. Ainsi, le critère est clair, la probabilité de détection conjointe PC sera nulle pour un corpuscule et non nulle pour une onde. Alors pour un mathématicien, c'est clair. 0, c'est 0 et différentes 0, c'est différentes 0. Mais pour un physicien, égal à 0, ça ne veut pas dire grand-chose. En effet, lors d'une expérimentation, quand on fait une mesure, il y a toujours du bruit, des artefacts, des fluctuations qui font qu'il est très difficile de déterminer ce qui est assez faible pour être considéré égal à 0 ou pas. Mais en fait, l'équipe d'Alain Aspect a réussi à exprimer ce critère différemment grâce à une petite subtilité mathématique, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui dit que la moyenne du carré est toujours supérieure ou égale au carré de la moyenne. Bon, je vous passe le détail, mais appliqué ici, cela conduit à établir que si la probabilité de détection conjointe PC n'est pas nulle, c'est-à-dire si c'est une onde, eh bien le rapport de la probabilité PC par le produit des probabilités de détection simple PC et P1 et P2, que l'on note alpha, doit être supérieur ou égal à 1. Alors désormais, c'est encore plus clair. On mesure les probabilités de détection simple P1 et P2, la probabilité de détection conjointe PC, on calcule le coefficient alpha en faisant le rapport de PC sur P1 fois P2, et si ce sont des corpuscules, le résultat doit être égal à 0. S'il y a du bruit, des fluctuations, on n'aura peut-être pas 0, mais quelque chose légèrement différent de 0. Mais une chose est sûre, c'est que si c'est inférieur à 1, ça ne peut pas être une onde. Parce que si c'est une onde, alpha doit être supérieur ou égal à 1. Et ça, on sait très bien le mesurer. Inférieur ou supérieur à 1, ce n'est pas du tout la même chose pour un physicien que différent de 0. C'est un critère sans ambiguïté. Et donc Alain Aspect et son équipe ont bien sûr procédé à ces mesures avec leurs sources.
et le résultat obtenu est sans appel. Le coefficient alpha qu'ils ont mesuré est de l'ordre de 0,2, c'est-à-dire très proche de 0, en tout cas très inférieur à 1, ce qui veut donc dire que très clairement, leur source émet des corpuscules et ne peut être considérée comme une onde. Très bien, ceci étant acquis, nous savons que la source émet des photons uniques les uns après les autres. Bien, il s'agit maintenant de réaliser avec elle l'expérience de Feynman pour savoir si elle est capable de former des interférences. Comme je vous l'ai dit, l'interféromètre utilisé n'est pas celui des trous de Young, mais l'interféromètre dit de Mach-Zehnder, qui consiste donc, après avoir séparé notre faisceau de photons en deux bras, comme vu précédemment pour déterminer par où passaient les photons, à recombiner ces deux faisceaux au moyen d'une seconde lame semi-réfléchissante, 50-50, après avoir dévié le faisceau transmis par la première par un autre miroir, identique au premier. On obtient ainsi, derrière la seconde lame 50-50, la superposition d'une part du faisceau transmis par la première, puis transmis par la deuxième, et du faisceau réfléchi par la première, puis réfléchi par la deuxième, qui se dirige conjointement vers le photodétecteur D1. Et la superposition d'autre part du faisceau transmis par la première lame, puis réfléchi par la deuxième, et du faisceau réfléchi par la première, puis transmis par la deuxième, qui se dirigent chacun vers le photodétecteur D2. De plus, pour faire varier la différence de longueur de chemin relative entre les deux bras de l'interféromètre, ce qui correspondait à déplacer le photodétecteur parallèlement à l'écran percé des deux trous dans l'expérience des trous de Young, on place le miroir de renvoi du faisceau du bas sur une cellule dite piézoélectrique qui le fait se déplacer en un mouvement de va-et-vient, respectivement à une tension alternative qu'on applique sur la piezo. Ainsi, on obtient la fameuse variation de phase entre les deux bras, responsable de l'apparition des franges plus ou moins brillantes, si ceux-ci sont parcourus par des ondes, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, il suffit d'allumer la source et d'attendre. Les photons partent de la source et parcourent l'interféromètre avec une probabilité 50-50 de traverser ou être réfléchis devant chacune des deux lames séparatrices. Certains arrivent donc sur le détecteur D1 en ayant été transmis par la première lame, puis transmis par la deuxième, ou réfléchis par la première, puis réfléchis par la deuxième. D'autres seront détectés par D2 après avoir été transmis par la première lame, puis réfléchis par la seconde, ou réfléchis par la première, puis transmis par la deuxième. Et au fur et à mesure du temps, on voit donc les impacts sur les photodétecteurs des clics. On peut alors compter pour chaque position du miroir le nombre de clics que l'on enregistre sur chacun des détecteurs. N1 et N2 représentent ces nombres de clics observés sur les détecteurs D1 et D2 pour différentes positions du montoir monté sur piezo. Alors si on n'attend pas trop longtemps, ici au bout d'un dixième de seconde, on ne voit pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a quand même des endroits où apparemment il semble y avoir plus de clics qu'à d'autres. Et si on continue à compter, tout en faisant bouger le miroir selon les mêmes positions, au bout d'une seconde, vous voyez que commence à se dessiner une espèce d'ondulation qui devient très claire au bout de 10 secondes. On a bien sur chacun des photodétecteurs, en fonction de la position du miroir, une alternance de situations où la probabilité de détection est grande et d'autres où elle est quasi nulle, ce qui est exactement ce que nous attendions si l'interféromètre était traversé par une onde, puisque ça signifie que cette onde a été séparée en deux ondelettes qui ressortent soit en phase et créent une frange brillante, soit en opposition de phase et créent une frange sombre. Ceci est d'autant plus accrédité par le fait que les signaux mesurés sur D1 et D2 sont eux-mêmes en opposition de phase. C'est-à-dire que pour une position du miroir où le signal sur D1 est maximum, le signal sur D2 est concomitamment minimum, ce qui est effectivement attendu dans un tel interféromètre. Et donc ce que nous montre cette expérience, c'est qu'après intégration d'un nombre suffisant de photons ayant parcouru le dispositif, on obtient une figure d'interférence qui est le signe de leur nature ondulatoire. L'expérience de Feynman est donc validée. Nous assistons à l'apparition de franges d'interférence photon par photon. On assiste donc, sans aucune ambiguïté, à l'observation d'un phénomène ondulatoire dans un régime de photons uniques, donc corpusculaire. Parce que pour résumer et bien fixer les idées, on a une première expérience qui nous indique sans le moindre doute que les photons qui constituent la source sont des corpuscules, qu'elles passent par soit l'un, soit l'autre des deux chemins de l'interféromètre, mais jamais par les deux en même temps, puisqu'en tant que corpuscules, elles n'ont pas d'onde d'ubiquité. Ceci nous est donné par la mesure du coefficient alpha, qui est très nettement inférieur à 1. Ce sont donc à l'évidence des corpuscules.
Et puis une deuxième expérience qui nous affirme que c'est indéniablement une onde qui traverse l'interféromètre et qu'elle passe donc par les deux chemins à la fois, puisque le résultat de la mesure sur les détecteurs dépend de la différence de longueur entre les deux trajets possibles. On obtient une figure d'interférence, c'est obligatoirement une onde. Et je vous rappelle tout ça avec la même source. C'est donc ça la dualité onde-corpuscule. Suivant la question que l'on se pose sur ces particules, c'est-à-dire suivant l'expérience que l'on mène à leur sujet, on les voit soit comme des corpuscules, soit comme des ondes. Un peu comme un cylindre de révolution nous apparaît soit comme un cercle, soit comme un rectangle, suivant l'angle depuis lequel on le regarde. Ainsi, ces particules auraient-elles elles aussi une dimension supérieure qui ferait que nous n'en voyons que des projections dans notre espace-temps à 4 dimensions ? Une vision macroscopique de cette dualité onde-corpuscule est admirablement donnée par les marcheurs, ces objets créés par des chercheurs de l'Université de Paris 7 à Jussieu, qui sont des structures qui associent une gouttelette rebondissant sur un liquide en vibration avec les ondes de surface qu'elle excite. Le liquide est un bain de silicone vibré périodiquement de haut en bas. En y plongeant un cure-dent, lorsqu'on le retire, une goutte se crée puis retombe vers le bain, mais ne fusionne pas avec lui, bien que ce soit les mêmes liquides. En effet, elle reste séparée du bain par un film d'air et la vibration du bain la relance avant que tout l'air n'ait été évacué. La goutte peut ainsi rebondir indéfiniment. À chaque rebond, elle émet une onde et retombe ainsi sur une bosse formée par les ondes issues des précédents rebonds. Et si la goutte tombe sur une partie inclinée de la surface, elle est alors propulsée horizontalement et devient un marcheur à la surface du bain. Si on place des fentes à l'intérieur du bain, l'onde interagit avec les parois et la goutte est déviée, rappelant la diffraction ou les interférences. On a donc là une image saisissante d'un objet qui est à la fois une onde et un corpuscule, matérialisé par la goutte. Les deux sont indissociables et l'un n'existe pas sans l'autre. Cette image de dualité onde-corpuscule est utilisée par leurs concepteurs pour illustrer la théorie de l'onde pilote de De Broglie-Bohm, qui est l'une de ces théories à variables cachées non locales, permettant une interprétation du formalisme quantique qui s'affranchit du problème de la mesure, en considérant que les particules quantiques sont bien des corpuscules ayant toujours une position déterminée et qu'elles sont guidées dans leur déplacement par l'onde qui leur est associée, identifiée à la fonction d'onde de la particule. Bon, je ne rentre pas ici dans les détails de ce formalisme, je vous renvoie pour ça à mon autre vidéo sur le problème de la mesure en mécanique quantique. J'utilise ici cette image à dessein car elle donne une vision macroscopique de ce que peut être la dualité onde-corpuscule au niveau quantique. Ce n'est qu'une analogie, bien sûr, qui n'a pas valeur de démonstration de la théorie de De Broglie-Bohm. Les auteurs s'en défendent eux-mêmes d'ailleurs. Mais je la trouve doublement intéressante parce qu'elle permet aussi de clarifier les idées sur cette fameuse théorie de l'onde pilote de De Broglie-Bohm. En effet, les adeptes de cette théorie en font souvent une interprétation matérialiste et déterministe de la physique quantique. Or, nous voyons ici, au travers de cette image que nous en donne ce marcheur, que le couplage de l'onde et de la goutte, donc le corpuscule, ne se produit qu'à travers l'existence de la mise en vibration du bain de silicone qui porte l'onde. C'est-à-dire qu'il faut une source extérieure au système pour maintenir le système en place. Sans cet apport d'énergie extérieure au milieu qui porte l'onde, le couplage de l'onde et du corpuscule s'évanouit. Et c'est normal, puisque tout milieu est ce qu'on appelle dispersif, c'est-à-dire qu'il dissipe l'énergie au cours du temps et qu'il faut donc réintroduire de l'énergie ou de l'information en permanence pour entretenir un phénomène. Dans le cas de la particule quantique, ça signifie que cette source d'énergie ou d'information, on va peut-être mieux parler d'information ici, puisque c'est une énergie qui informe le système pour qu'il se détermine. Eh bien, cette source d'information est extérieure à l'espace-temps, qui constitue le milieu sur lequel la fonction d'onde est imprimée. Et cette théorie impliquerait donc l'existence de dimensions supplémentaires à l'espace-temps 4D. Le matérialisme et le déterminisme qui sont alors invoqués ici ne revêtent donc pas du tout le sens avec lequel ils sont habituellement employés, puisqu'il s'agirait d'un matérialisme et d'un déterminisme hors espace-temps. Et les informations nécessaires qui sont introduites dans l'espace-temps pour déterminer la réalité pourraient l'être, selon les intuitions de notre récent prix Nobel Roger Penrose ou encore de Philippe Guillemont dans sa théorie de l'espace-temps flexible, par l'intermédiaire de la gravité quantique, c'est-à-dire d'infimes déformations de l'espace. L'espace-temps vibrerait sous l'action d'informations quanto-gravitationnelles extérieures à celui-ci, à l'instar de ce bain de silicone qui vibre ici sous l'action d'une énergie mécanique qui lui est extérieure. On reste à définir ce qui pourrait être à l'origine de ces vibrations quanto-gravitationnelles. Ces deux physiciens pensent que ce serait la conscience,
ce qui reviendrait à identifier l'espace à la conscience, ce que la physique moderne tente à nous montrer de plus en plus évidemment. Tant l'espace que celle-ci triture au point de le rendre déformable, extensible, voire troué, mais aussi en vibration ou même pixelisé, convertible en temps, n'a plus rien à voir avec de l'espace et n'apparaît en fait que dans le champ de notre conscience. D'ailleurs, les dispositifs de réalité virtuelle nous montrent que notre cerveau crée l'espace à partir d'un champ d'information. Mais il y a encore plus fort et plus déroutant que le simple fait de cette dualité onde-corpuscule. C'est ce qu'on appelle l'expérience dite à choix retardé, imaginée, elle, par John Wheeler, et que l'équipe d'Alain Spey s'est empressée de mettre en œuvre dans la foulée. Puisque les particules semblent être capables de décider de passer par un seul chemin ou par les deux en fonction de la question qu'on leur pose, c'est-à-dire en fonction du type d'expérience qu'on pratique, que se passerait-il si la question n'était posée qu'après que la particule ait passé la première lame séparatrice? Effectivement, c'est bien au passage de cette première lame que le photon doit choisir de se comporter soit en corpuscule et n'emprunter qu'un seul des deux chemins, soit en onde et de parcourir les deux en même temps, selon le fait qu'on lui présente soit l'expérience du haut, soit l'expérience du bas respectivement. Eh bien, il suffit de se rendre compte que ces deux expériences sont finalement très similaires puisqu'elles ne diffèrent que de l'insertion ou pas de la deuxième lame séparatrice sur le point de croisement des faisceaux avant l'arrivée sur les photodétecteurs. En effet, sur le schéma du haut, sans lame, les faisceaux se croisent mais n'interagissent pas et se dirigent tout droit vers les photodétecteurs D1 pour le trajet bleu et D2 pour le trajet rouge, exactement comme c'était le cas dans la configuration de l'expérience 1 décrite précédemment. Ainsi, il suffirait donc d'insérer la deuxième lame en sortie après que le photon ait passé la première en entrée et avant qu'il n'arrive sur cette deuxième, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve dans cette zone du dispositif. Et pour qu'on passe donc du dispositif le faisant se comporter en corpuscule à celui se faisant se comporter en onde, à un moment où il a normalement déjà dû effectuer son choix. Et c'est bien ce qu'Alain Spey et Philippe Grangier ont pu réaliser à l'École normale supérieure de Cachan en 1985. C'est-à-dire qu'ils ont monté un dispositif expérimental qui leur permettait de pouvoir insérer à volonté ou pas la deuxième lame séparatrice au moment opportun que je viens de décrire. Et de pouvoir ainsi mesurer sur les photodétecteurs D1 et D2 les probabilités de détection des photons correspondant à la situation choisie, lame insérée ou pas, c'est-à-dire expérience 1 de détection de corpuscules ou expérience 2 de détection d'ondes. Et le résultat est là encore sans appel, puisque à chaque fois que la lame n'était pas insérée, et qu'on se retrouvait donc dans la situation de l'expérience 1 correspondant à la question sens des corpuscules, eh bien, les probabilités de détection sur D1 et sur D2 étaient constantes et identiques, c'est-à-dire que les photons étaient bien soit détectés sur D1, soit sur D2, avec une équiprobabilité. Et ceci avec un coefficient alpha mesuré à 0,12, ce qui confirme que nous avons bien affaire à des corpuscules. Je rappelle que pour que ce soit des ondes, il faudrait que alpha soit plus grand que 1. Et chaque fois que la lame était insérée, et qu'on se retrouvait donc dans la situation de l'expérience 2 correspondant à la question est-ce une onde, eh bien, les probabilités de détection sur D1 et D2 contribuaient à former la figure d'interférence attendue, caractéristique du passage d'une onde par chacun des deux trajets. Ce qui veut donc dire que la décision de faire passer le photon par un seul des trajets, et donc qu'il se soit comporté en corpuscule, ou par les deux, donc comme une onde, cette décision peut se faire après que le photon ait déjà parcouru le dispositif. Ce que John Wheeler avait exprimé ainsi, on décide que le photon sera venu par une route ou par les deux après que celui-ci ait déjà fait son voyage. Ceci semble défier la causalité puisque ça revient à dire que la cause du résultat obtenu, le fait que le photon soit détecté comme un corpuscule ou comme une onde, qui réside donc dans le fait d'introduire la lame ou pas, mais cette cause est postérieure à la conséquence qui est de faire voyager le photon par un seul des bras ou bien par les deux en même temps. Nous en conclurions que l'expérience a une influence sur le passé du photon. Nous serions capables de choisir le passé du photon après que ce passé se soit déjà écoulé. Bon, en fait, pour appréhender ce phénomène, il faut sortir de la description dans le temps ordinaire, qui est le cadre du formalisme de la mécanique quantique. La théorie de la relativité, développée par Albert Einstein, nous apprend que le temps absolu n'existe pas, qu'il est relatif, et que son écoulement dépend de la vitesse à laquelle se déplacent les objets les uns par rapport aux autres. Bon, il n'y a pas ici de problème relativiste à proprement parler, car dans le référentiel du laboratoire dans lequel on décrit l'expérience,
Les événements sont séparés par un intervalle dit de genre-espace et ne peuvent donc bien avoir aucune relation de causalité. Mais ce qu'il faut voir ici, d'un point de vue relativiste, c'est que pour un photon, l'effet relativiste est particulièrement notable puisque se déplaçant à la vitesse de la lumière, qui est la vitesse maximale autorisée pour se déplacer dans l'espace-temps, la dilatation du temps est telle que de son point de vue, c'est-à-dire dans son propre référentiel, on peut pratiquement dire que le temps ne s'écoule plus et que les événements n'ont donc plus aucune temporalité. Depuis Einstein, les physiciens s'entendent sur le fait que la différence entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, que tous ces instants coexistent simultanément dans l'espace-temps. La structure temporelle du monde existe bien, mais elle est plus complexe qu'une simple succession linéaire d'instants. Et il ne faut plus raisonner en termes d'objets qui occuperaient une succession de positions dans l'espace instant après instant, mais en termes d'événements décrivant des lignes temporelles entièrement déployées dans l'espace-temps. Ainsi, il n'y a pas vraiment de problème de causalité dans l'expérience à choix retardé décrite ici, car la ligne temporelle de chaque photon, détectée selon une configuration ou l'autre de l'expérience, c'est-à-dire avec ou sans lame, n'est déterminée entièrement, donc passé y compris, qu'au moment où le photon est mesuré sur le photodétecteur. En fait, le passé n'existe qu'à partir du moment où il a été enregistré dans le présent. Et donc, il n'y a pas de problème de causalité, certes, mais une redéfinition totale de la temporalité des événements. Alors pour conclure, nous avons vu que deux expériences différentes mais menées avec la même source de lumière conduisaient à mettre en évidence que celle-ci était à la fois une onde et constituée de corpuscules, ce qui est pour le moins contradictoire, parce que je rappelle qu'à un instant donné, le corpuscule est localisé en un point de l'espace, alors que l'onde s'étend sur la totalité de l'espace. Pourtant, on assiste sans aucune ambiguïté à l'observation d'un phénomène ondulatoire dans un régime de photons unique, donc corpusculaire. Cette expérience conduite sur la lumière a été opérée avec les mêmes conclusions sur toutes sortes de particules élémentaires, électrons, protons, atomes, petites molécules, ce qui nous amène à reconsidérer drastiquement ce que nous appelons matière. Celle-ci ne doit plus être considérée comme un assemblage de corpuscules à la manière d'un mécano, mais doit aussi intégrer une dimension ondulatoire. L'aspect corpusculaire de la matière n'est en fait qu'une projection réductrice de sa réalité. De plus, la lumière choisit de se manifester de façon corpusculaire ou ondulatoire selon la manière dont on l'observe. C'est-à-dire que si on veut détecter des corpuscules, on les trouve, et si on veut voir une onde, des interférences caractéristiques apparaissent. C'est le dispositif expérimental qui détermine le résultat de la mesure. Et d'une manière plus générale, le rôle de l'observateur semble fondamental. Je vous renvoie pour ça, là encore, à ma vidéoconférence sur le problème de la mesure. Et puis on a vu que non seulement l'un ou l'autre de ces comportements se manifestait de manière corrélée au type de mesure qu'on opérait, mais que ce choix de voir l'une ou l'autre de ces manifestations pouvait être fait alors même que la particule avait déjà traversé le dispositif expérimental, ce qui semblait défier la causalité. Mais plus que la causalité, c'est la structure temporelle du monde qui semble être mise à l'épreuve ici, et confirmée à l'instar de la relativité, que le présentisme, cette idée selon laquelle seul le présent serait réel, le passé et le futur ne l'étant pas, la réalité évoluant d'un présent à un autre présent successif, ce présentisme n'est pas une bonne manière de décrire le monde car non conforme à la réalité. La structure temporelle du monde est plus complexe qu'une simple succession linéaire de différents instants. Alors je terminerai cette présentation en citant quelques-uns des pères fondateurs de la mécanique quantique qui en disent long sur le bouleversement paradigmatique que cette théorie avec la relativité d'Einstein implique concernant la matière, le temps et l'espace. Max Planck, dans The New Science, écrivait « La matière en tant que telle n'existe pas. L'esprit, ou la conscience, est la matrice de toute matière. » Albert Einstein, dans une de ses nombreuses correspondances avec Niels Bohr, déclarait « La différence entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. » Erwin Schrödinger, commentant un papier d'Einstein, « Les corps matériels et les forces que nous observons ne sont rien d'autre que des formes et des variations de l'espace lui-même. » Et Niels Bohr, lors d'une conversation avec Schrödinger, de déclarer « Quiconque n'est pas choqué par ce que dit la théorie quantique ne l'a pas comprise. » Voilà, je vous laisse méditer là-dessus en vous remerciant de votre attention.